Bienvenue à tous sur Média TV. À cet instant même, des milliers de variants de la Covid-19 circulent à travers le monde et pour cause. Les virus sont en constante mutation et heureusement, le plus souvent sans grandes conséquences. Certaines mutations sont même capables de fragiliser le virus, mais on n'en est pas encore là. La pandémie est encore bien réelle et 4 variants retiennent l'attention de la communauté scientifique internationale. Rebaptisés Alpha, Delta, Beta et Gamma, ces variants anglais, indiens, sud-africains et brésiliens continuent d'inquiéter. On fait le point tout de suite avec vous, professeur Jaafar Haikal. Vous êtes épidémiologiste. Bonjour professeur, comment ça va? Bonjour Yasmine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes vacciné, j'espère. Pas encore, j'attends toujours mon message. Je suis encore trop jeune pour ça. Je sais pas, j'attends toujours mon message, mais voilà, je suis à la limite, j'ai 40 ans, donc normalement ça devrait être fait incessamment sous peu. Professeur Jaafar Haikal, pourquoi l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a jugé nécessaire de rebaptiser ces variants que l'on connaît déjà du nom du variant anglais, britannique, indien, sud-africain et brésilien par les premières lettres de l'alphabet latine? Écoutez, c'est une très bonne question. Par les lettres de l'alphabet grec. Écoutez, c'est très important parce que malheureusement, dans plusieurs situations, on a rapporté ces variants à une zone géographique. Et donc, vous le savez bien, quand on ramène ces variants à une zone géographique, il y a parfois de la discrimination et des erreurs même, puisque parfois, vous le savez, qu'un variant peut être trouvé dans un pays, mais son origine n'est pas ce pays. Et donc, je crois que c'est plus sage et que la décision de l'OMS est une décision qui est raisonnable, qui est scientifique, en disant on va rebaptiser en fonction d'un certain nombre donc de lettres, simplement pour ne pas rattacher ces variants à une zone géographique, parce que cela, d'abord, peut être totalement, j'allais dire, non vérifié et non juste, et c'est pour cela qu'on va trouver donc l'alpha, comme vous le savez, c'est le britannique, le bêta, le sud-africain, et le delta, l'indien, et ensuite le gamma, le brésilien. Mais on peut en trouver d'autres, et je crois que c'est mieux de ne pas les rattacher à une zone géographique, d'autant que les variants circulent partout dans le monde et que nous sommes à l'ère de la mondialisation, à la mondialisation également des écosystèmes microbiens. Alors, professeur Jaafar Haikal, ces variants ont quand même la vie dure et longue, puisque certains existent depuis le mois d'octobre. Quelle est la durée de vie d'un variant normalement? Alors, c'est une très bonne question. Vous savez, les variants survivent, c'est comme la théorie de l'évolution, et survivent dès lors qu'ils constituent eux-mêmes, j'allais dire, une variété la plus importante dans une variété globale. Vous savez, vous l'avez bien dit tout à l'heure, il y a énormément de mutations au quotidien, et dès que des mutations montrent une partie, ou j'allais dire un variant plus fréquent que d'autres, il va prendre la mesure sur les autres espèces donc, de variants existants, et il va survivre qu'il ne va pas y avoir un nouveau variant qui, lui, va prendre le dessus. Je vous donne un exemple. Vous avez vu qu'en Angleterre ou en France, au début, c'était la souche classique, et puis à un moment, 80-90%, c'était la souche britannique. Et vous voyez que, par exemple, maintenant en Angleterre, eh bien, la souche indienne prend de plus en plus d'importance. Donc, en fonction d'une situation particulière, la communauté qui va devenir la plus prépondérante, eh bien, c'est celle qui va survivre. Maintenant, combien de temps? Eh bien, en général, ça dure quelques mois à une année, mais ne soyez pas étonnés de voir des variants persister à la faveur de déterminants qui sont liés à l'écosystème environnemental ou autre, persister quelques années. Mais en général, on n'a jamais vu donc des variants sur le plan épidémiologique persister 4 ou 5 ans, c'est extrêmement rare. Mais ça veut dire qu'un variant normalement aussi puissant que l'alpha, le delta, le bêta ou encore le gamma, lorsqu'il mute, est-ce qu'il mute forcément en plus virulent ou il peut perdre de sa force et de sa puissance? Vous avez parfaitement raison, il y a 4 facteurs qui sont extrêmement importants qu'il faut retenir pour les variants. Le premier facteur, est-ce que ce variant est capable de se transmettre de façon plus importante que le précédent? C'est ce qu'on appelle la transmissibilité. Le deuxième critère, est-ce que ce variant est plus pathogène? C'est-à-dire, est-ce qu'il est plus méchant? Est-ce qu'il va entraîner plus de complications, plus de létalité, plus donc de mortalité? Et est-ce qu'il est terrible? Le troisième critère qui est extrêmement important, est-ce que nous sommes capables de le dépister? C'est-à-dire, avec les outils de diagnostic biologique, est-ce qu'on est capable de le trouver? Et enfin, le dernier élément dont il faut tenir compte, est-ce que cette espèce présente maintenant,
est-ce qu'elle répond aux thérapeutiques, à la stratégie thérapeutique que nous avons? Eh bien, c'est à la faveur de ces 4 critères, de ces 4 paramètres qui permettent donc de savoir est-ce qu'ils vont nous causer plus de problèmes ou non, est-ce qu'ils vont durer plus longtemps ou non, est-ce qu'on va pouvoir donc les maîtriser. Et ce sont ces 4 critères que nous devons garder en tête. Est-ce qu'aujourd'hui on sait quel est le variant le plus prédominant au niveau du Maroc? Alors, au niveau du Maroc, pour être honnête avec vous, on n'a pas beaucoup de données. Bien sûr, on a beaucoup de relations avec nos confrères du consortium des laboratoires qui font le séquençage donc, des variants. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il y a de façon la plus importante la souche classique qui est dans le contexte marocain, mais la deuxième souche la plus fréquente, c'est la souche britannique qui au début représentait moins de 1% des cas et maintenant il faut à peu près, on n'a pas les chiffres réels, mais nous pouvons estimer qu'aujourd'hui elle peut représenter à peu près 20 à 25% des cas, mais ce sont des estimations parce qu'on n'a pas de données de la part du ministère donc, de la Santé. Mais la bonne nouvelle, c'est que les laboratoires n'ont pas trouvé de façon prédominante aussi bien, j'allais dire, le delta que le gamma, et c'est une très bonne nouvelle pour nous, d'autant que nos 2 vaccins, c'est-à-dire Sinopharm et AstraZeneca, actuellement disponibles au Maroc, donnent de bons résultats sur le variant britannique et sur évidemment la souche classique. Alors, par rapport au variant indien, c'est le Delta, il est assez dominant en Angleterre actuellement, justement. Dans d'autres pays européens, notamment en France, est-ce qu'avec l'ouverture des frontières, on risque de le voir arriver plus rapidement et de manière, on va dire, assez costaud? Écoutez, votre interrogation est légitime. C'est possible que nous voyons de plus en plus de variants anglais chez nous. En raison de l'ouverture donc, du trafic aérien, également d'autres types donc, de variants, cela n'est pas exclu, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus nous avançons dans la vaccination, et le Maroc est arrivé à peu près 35%, c'est un excellent résultat, Yasmine, à 35% de la population cible, plus nous accélérons la stratégie vaccinale, plus le variant anglais ou le variant indien ne nous causeront pas de problèmes majeurs. L'enjeu pour nous, évidemment, et vous avez raison de le souligner, c'est de maintenir les mesures barrières, de maintenir les stricts conseils donc, de prévention, même pendant cette période où nous sommes heureux de recevoir nos compatriotes marocains résidant à l'étranger et les touristes qui reviennent dans notre pays. Mais cette ouverture ne signifie pas qu'il faut absolument ouvrir également toutes les mesures barrières et ne pas continuer la stratégie vaccinale. Donc, vous avez raison de le dire, il faut être prudent, car nous voulons un été qui est beau, qui est chaud, mais pas chaud d'un point de vue épidémiologique. Est-ce que vous vous attendez quand même, scientifiquement et rationnellement et logiquement, à une augmentation des cas de contamination ? Oui, cela n'est pas exclu, c'est tout à fait normal. Puis quand vous avez des brassages populationnels, d'ailleurs nous le voyons, moi je l'ai vu encore ce matin à ma consultation, nous avons donc des personnes qui sont positives encore. Évidemment, la bonne nouvelle, et je vous le confirme, depuis maintenant près de 2 mois au moins, nous avons de moins en moins de cas compliqués, nous avons de moins en moins de cas graves ou de cas en réanimation. C'est une excellente nouvelle, mais nous continuons à avoir donc des nouveaux cas. Pas autant, bien entendu, qu'il y a plusieurs mois, et heureusement pour notre pays, mais il faut rester prudent et il faut que les gens continuent à adopter donc des mesures barrières, particulièrement dans les endroits qui sont clos ou bien dans les endroits où il y a un brassage populationnel important, dans les marchés, dans les centres commerciaux et dans tous les endroits où l'activité humaine est extrêmement concentrée. Mais je vous rappelle quand même que les personnes qui viennent au Maroc, les résidents marocains à l'étranger et les touristes, il y a quand même une certaine sécurité pour notre pays puisqu'ils ne peuvent rentrer que s'ils ont été vaccinés ou s'ils ont eu un test PCR donc négatif. Cela donc réduit de façon importante, donc il faut quand même rester serein, de façon importante, le risque de transmission. Il ne l'exclut pas, bien évidemment, mais il le réduit de façon importante. Alors, parlons justement du protocole vaccinal et de la protection que ça apporte, parce que on en a parlé la semaine dernière, le décès de ce monsieur à Meknès, suite justement, malgré l'administration des 2 doses de vaccin, il est décédé des complications de la Covid. Donc, le vaccin, oui, c'est efficace, mais il faut continuer avec les mesures barrières, c'est très important.
Oui, tout à fait. Bon, ce matin, j'ai hospitalisé une femme qui a reçu les 2 doses vaccinées et qui est D'accord. Covid positive. Ça, c'est pas un Comment vous phénomène expliquez qui ça, est. justement? Alors, d'abord une chose, c'est très important et je vous remercie je remercie Mehdi 1 de nous donner l'occasion d'expliquer à la population. Quand on dit qu'un vaccin est efficace à 80%, Yasmine, ça veut dire que dans 20% des cas, il n'est pas efficace pour cette personne. C'est une évidence. C'est mathématique. Ça veut dire que dans 20% des cas, eh bien, il faut rester donc prudent le temps qu'il y ait une immunité collective donc, qui est acquise. Ça, c'est le premier facteur qui existe. Le deuxième facteur qui existe, c'est que nous avons une possibilité donc de transmission de la Covid-19, y compris chez les personnes qui ont déjà fait la maladie. Et ceci existe entre 18 et 20% des cas. Pour les gens qui ont été vaccinés avec les 2 doses, la transmission ou faire un Covid est extrêmement rare, mais ça existe. Elle est inférieure évidemment à 1%, mais ça existe. Donc c'est pour ça que nous insistons sur les mesures barrières et sur la protection individuelle et collective tant que nous n'avons pas atteint ce qu'on appelle l'immunité collective. Nous sommes bien partis, nous sommes à 35%, le Maroc a fait un progrès extraordinaire à ce titre, mais attention, nous devons atteindre 80% de la population cible, ou sinon, il y aura encore des personnes, vaccinées ou non, qui peuvent faire une Covid-19, soit une nouvelle fois, soit une première fois, et cela n'est pas exclu, et on le voit encore au quotidien. Alors aujourd'hui, lorsque une personne est diagnostiquée Covid positive, quel est le protocole à suivre? Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Alors, d'abord, encore une fois, il faut bien rappeler aux gens que nous suivons le protocole national de la Commission scientifique et technique. On a un protocole thérapeutique qui n'a pas changé d'ailleurs donc depuis le début. À chaque fois, il se précise, c'est-à-dire on a toujours dans le contexte marocain, et d'ailleurs les études le prouvent maintenant de plus en plus, on a toujours le protocole hydroxychloroquine et azithromycine, plus évidemment de la vitaminothérapie, plus de l'oxygène, plus le cas échéant des anticoagulants, antiagrégants plaquettaires et corticothérapie, selon ce que le médecin juge comme étant la situation clinique donc, du patient. Et je rappelle qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, avec le protocole thérapeutique, nous avons dans le contexte marocain 97,5% des gens qui guérissent et qui sont totalement traités, aussi bien dans le public que dans le privé, par des médecins marocains. Très bien. Alors, on parle de première vague, de deuxième vague, certains parlent même d'une troisième vague en Europe. Normalement, ça c'est pas la première fois que je pose ce genre de questions, professeur Heikel, mais normalement, une pandémie compte combien de vagues? Alors, c'est une excellente question parce que quand vous observez, Yasmine, et vous avez les données entre vos mains, quand vous observez la courbe marocaine, mais je vous pose la question, combien vous voyez de vagues? Il n'y en a qu'une seule. Quand vous voyez la courbe marocaine, c'est une courbe de Gauss, c'est comme une montagne, il n'y a pas plusieurs. Par contre, quand vous voyez par exemple en France, la courbe française ou la courbe de plusieurs pays européens, vous voyez plusieurs vallons ou plusieurs petites collines. Ça correspond aux différentes vagues. Et les différentes vagues peuvent exister autant que les facteurs qui déterminent l'arrivée d'une épidémie. Je m'explique. Ça peut être la levée d'un confinement, ça peut être la restriction donc des mesures barrières qui ont été totalement levées, ça peut être un protocole thérapeutique qui a totalement changé, ça peut être une stratégie vaccinale qui a mieux démarré que dans d'autres pays, beaucoup de facteurs, et ça peut être également évidemment la génétique et l'immunité. D'ailleurs, dans le contexte marocain, on est en train de faire une étude sur le rôle des groupes sanguins par rapport à la Covid-19. Donc, il y a beaucoup de choses que nous apprenons tous les jours. Ce qui est certain, c'est que si nous observons le nombre de cas existants au Maroc depuis le 2 mars 2020, nous avons une grande courbe qui aujourd'hui est dans la tendance à la baisse, en décroissance, et nous n'avons pas eu de rebond comme le premier, j'allais dire, grand rebond sommet. Je vous rappelle que notre sommet a été atteint le 26 novembre donc 2020, et depuis, nous n'avons plus eu de sommet, nous avons eu qu'une décroissance donc, de notre courbe jusqu'à présent, et j'en suis heureux et ravi. Donc, pour répondre à votre question directement, on peut avoir autant de vagues que de facteurs qui expliquent l'arrivée d'une pandémie. Alors, on va parler aussi, si vous le permettez, professeur Heikel, des vaccins de rappel. C'est-à-dire, vous l'avez dit, 35% de la population vaccinée, une bonne partie avec première et seconde dose. À partir de quand faut-il penser au rappel ? Alors, c'est encore une fois une excellente question. Le rappel est lié à la situation épidémiologique et ce qu'on appelle les cycles épidémiologiques. Vous le savez, par exemple, pour la grippe saisonnière, le cycle est de 1 an.
Mm. Nous avons pour un certain nombre donc, d'autres pathologies infectieuses, nous qu'on connaissons, les méningites communautaires, le H1N1 dont vous avez entendu parler, le SARS-CoV-1, etc., qui ont des cycles épidémiques ou des cycles pandémiques qui varient selon les saisons ou selon les années. Aujourd'hui, nous n'avons pas de recul scientifique pour savoir est-ce que pour la Covid-19, nous allons avoir besoin d'un rappel, tous les 6 mois ou tous les ans. Les dernières données scientifiques, pour que vous le sachiez, nous donnent une espérance, en tout cas au minimum, donc d'un rappel une fois par an, et au mieux, jusqu'à présent, l'espérance donc d'un rappel tous les 2 ans. Mais encore une fois, il faut attendre les données scientifiques, c'est-à-dire le suivi des cohortes, c'est-à-dire des gens qui ont été vaccinés, et d'observer leur niveau d'anticorps de protection, ce qu'on appelle les anticorps de protection ou neutralisants, en combien de temps ils vont baisser et quelle est la probabilité qu'ils se fassent réinfecter. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans ce sens par les Britanniques particulièrement et les Américains, et qui montrent qu'aujourd'hui, il y a même une dernière étude qui vient d'être publiée il y a quelques jours au Pérou, qui montre que les gens qui ont été correctement vaccinés, la probabilité ensuite d'avoir besoin d'un rappel, elle est inférieure, pour que vous le sachiez, à peu près de 1 pour 10 000. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle, mais nous saurons, je pense, d'ici la fin de l'année, est-ce que pour la Covid-19, si elle persiste, parce que peut-être que cette pandémie ne persistera pas et qu'elle sera remplacée par autre chose, ou pas du tout, je l'espère, eh bien, on pourra voir s'il faudra nous faire vacciner tous les ans, tous les 2 ans, ou sur une période un peu plus longue. Alors, certains pays ont commencé à vacciner les plus jeunes aussi, les enfants. Vous en pensez quoi, professeur Haeckel, par rapport aux enfants marocains ? Écoutez, honnêtement, je suis des dizaines et des dizaines d'enfants avec des confrères pédiatres et d'autres infectiologues et responsables. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le contexte marocain, la majorité donc des cas sont soit asymptomatiques, soit vraiment des formes mineures. Le taux d'admission dans les hôpitaux des enfants est extrêmement rare, mais je veux dire très très rare par rapport à l'ensemble des cas que nous avons. D'ailleurs, quand vous voyez la courbe d'âge chez nous, on a quasiment pas d'enfants ou d'adolescents hospitalisés, ce qui est une excellente nouvelle. La stratégie marocaine est une stratégie qui priorise les populations les plus vulnérables. On a commencé par les 70 ans et plus, ceux qui sont offrants, les professionnels de santé, les militaires, la police, les fonctionnaires de l'enseignement supérieur. Et on est parti avec les catégories d'âge en fonction du risque et les porteurs de maladies chroniques. Nous estimons la Commission scientifique nationale et technique et la Commission de conseil vaccinal considère qu'aujourd'hui, la population marocaine moins de 17 ans, parce que je rappelle que toutes les personnes de plus de 17 ans au Maroc seront vaccinées, mais ceux qui ont moins de 17 ans, dans le contexte actuel, les risques sont très faibles, voire absents, et ne nécessitent pas de les introduire dans la stratégie vaccinale. Par contre, il est possible que dans les prochains mois ou l'an prochain, que la nécessité épidémiologique l'oblige, et à ce moment-là, le Maroc peut-être changera, et ce sera au comité nécessaire donc de prendre la décision. Mais aujourd'hui, si certains pays le font, c'est que leurs données épidémiologiques ou alors leur capacité vaccinale de mise à disposition à la population est plus importante, et à ce moment-là, ils ont pris cette décision. Mais je rappelle que dans la majorité des pays dans le monde, les enfants et les adolescents ne font pas partie de la première phase de stratégie vaccinale. Alors, pour finir, professeur Haeckel, au-delà de la campagne de vaccination comme stratégie pour éradiquer la pandémie, qu'est-ce qu'il faut pour que tout ça s'arrête ? Alors, on aimerait bien que ça s'arrête le plus vite. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous ne pouvons pas éliminer notre écosystème microbien, et nous allons toujours avoir, Yasmine, on l'a dit d'ailleurs sur vos antennes, à chaque fois, à la faveur d'un certain nombre de changements dans nos écosystèmes au sens large, on va avoir des vagues qui sont liées au système microbien, des vagues de pandémie ou d'épidémie virale ou autres, et ça, il faut s'y attendre et il faut apprendre à vivre avec. Ce que nous a appris la Covid-19, c'est que l'enjeu n'est pas uniquement médical, mais il est social également et économique, et qu'il faut maintenant se préparer pour n'importe quelle nouvelle pandémie ou épidémie, mais non pas se préparer d'un point de vue uniquement médical, mais de capacité donc de management, de gestion, de pression sur les systèmes de santé, de protection sociale et de protection donc économique, et que cela, il va falloir que nous apprenions à vivre avec. Et encore une fois, je terminerai en disant que le Maroc, qu'on le veuille ou non,
Le Maroc, aujourd'hui, les chiffres sont clairs. Notre létalité, 1,7% et 97,5% de guérison et à peu près 35% de la population cible vaccinée. Ça, ce sont des faits, ce sont des chiffres concrets. Et je crois que si nous continuons à adopter les mesures barrières et à continuer à être prudents, on devrait s'en sortir réellement dans les prochains mois, mais vraiment et de façon objective. Merci infiniment pour toutes ces explications précieuses, informations, professeur Jaafar Haikal, professeur d'épidémiologie. Pour tous ceux qui veulent revoir cet entretien dans son intégralité, allez sur notre site medientv.com. Merci à toutes et à tous en régie et à très très vite, professeur, pour un nouvel épisode. Au revoir.